l'avant-bras unit le bras à la main, il est limité en haut par une ligne horizontale passant par l'interligne articulaire du coude, en bas par une ligne horizontale passant par l'interligne articulaire radiocardiaque. Division topographique, le fascia antébrachial épais et résistant entoure les parties molles de l'avant-bras. Il émet par sa base profonde des expansions qui engainent les muscles et les séparent des uns des autres. Parmi ces lamelles aponeurotiques, 3 sont plus importantes. Ce sont les septums intermusculaires antéro-latéral, le septum intermusculaire latéral et le septum intermusculaire médian. Le septum intermusculaire antéro-latéral s'étend de la face profonde du fascia antébrachial au bord antérieur de la buste. Le septum intermusculaire latéral s'étend du fascia antébrachial au bord postérieur de la buste. Le septum intermusculaire médian est court et s'étend du fascia antébrachial au bord postérieur de l'ulna. Région de l'avant-bras, les deux os de l'avant-bras, ulna et radius, la membrane interosseuse, et les septums intermusculaires médial et latéral divisent l'avant-bras en deux régions, la région antérieure de l'avant-bras et la région postérieure de l'avant-bras. Région antérieure de l'avant-bras. La région antérieure de l'avant-bras est divisée par le septum intermusculaire antéro-latéral en deux loges, l'une antérieure, la loge antérieure, l'autre latérale, la loge latérale. La loge antérieure est située en avant de la radius, de l'ulna et de la membrane interosseuse, et des septums intermusculaires antéro-latéral et médian. La loge latérale est comprise entre le radius, le fascia antébrachial et les deux septums intermusculaires antéro-latéral et latéral. Muscles de la loge antérieure de l'avant-bras. La loge antérieure de l'avant-bras comprend 8 muscles disposés en 3 plans étagés de la profondeur à la superficie. La loge antérieure comprend 3 plans, un plan profond, un plan moyen et un plan superficiel. Le plan profond est constitué par 3 muscles, le muscle carré-pronateur, le muscle fléchisseur profond des doigts et le muscle non-fléchisseur du pouce. Premièrement, le muscle carré-pronateur s'insère sur le quart inférieur de la face antérieure de l'ulna et du bord antérieur de l'ulna. Le corps musculaire se porte transversalement en dehors et se termine sur le quart inférieur de la face antérieure du radius. Ce muscle permet la pronation. Le muscle fléchisseur profond des doigts s'insère sur les 2 tiers supérieurs de la face antérieure et de la face médiane de l'ulna et par un petit faisceau sur le bord antérieur du radius et sur une arcade fibreuse tendue du faisceau ulnaire au faisceau radial. Il s'insère aussi sur la partie attenante de la membrane interosseuse. Le corps musculaire descend verticalement et se continue par 4 pendants destinés aux 4 derniers plans. Ces pendants traversent le canal carpien qui est limité en avant par le rétinaculum du fléchisseur. Le rétinaculum du fléchisseur s'insère sur le trapèze et le trapézoïde en dehors et il se porte en dedans et se termine sur l'os pisiforme et sur l'amanus de l'amatum en dedans. Et il détermine une gouttière ostéofibreuse appelée le canal carpien et dans le canal carpien passent les tendons et muscles fléchisseurs des doigts. Le deuxième muscle est représenté par le muscle non-fléchisseur du pouce. Le muscle non-fléchisseur du pouce s'insère sur les 3 quarts supérieurs de la face antérieure de la buste, sur la membrane interosseuse. Le corps musculaire descend verticalement et se continue par un tendon qui passe dans la partie latérale du canal carpien. La terminaison de ces muscles, le muscle fléchisseur profond des doigts se termine sur la base de la phalange distale. Des 4 derniers doigts, le muscle non fléchisseur du pouce se termine également sur la base de la phalange distale du pouce. Le deuxième plan est représenté par le muscle fléchisseur superficiel des doigts. Le muscle fléchisseur superficiel des doigts s'insère sur l'épicondyle médial de l'humérus. Il s'insère aussi sur le processus coronoïde de l'ulna. Il s'insère sur une arcade fibreuse tendue de l'insertion
tendu de l'ulna au radius, et il s'insère sur le versant inférieur du bord antérieur du radius. Le corps musculaire descend verticalement et se divise en deux faisceaux superficiels et profonds. Chacun des faisceaux se continue par deux faisceaux charnus, puis tendineux, destinés aux quatre derniers doigts. Le faisceau superficiel se continue par deux tendons destinés aux doigts médiaux, c'est-à-dire au médius et à l'annulaire. Le faisceau profond et sous-jacent et se divise en deux tendons destinés à l'index et un petit tendon destiné à l'auriculaire. Ces tendons glissent de la même manière sous le rétinaculum des fléchisseurs. La terminaison, le muscle fléchisseur superficiel des doigts, termine de la façon suivante, un peu au-dessous de l'articulation métacarpo-phalangienne, le tendon se divise en deux languettes qui s'écartent l'une de l'autre, puis se réunissent un peu au-dessus de l'articulation interphalangienne proximale pour se terminer sur les bords latéraux de la phalange moyenne. Autrement dit, ce tendon détermine un trou et dans ce trou passe le tendon du muscle fléchisseur profond des doigts. Au total, le tendon du fléchisseur superficiel des doigts se termine sur la phalange moyenne et le tendon du fléchisseur profond des doigts se termine sur la phalange distale. Ces tendons portent des noms de tendons perforés et de tendons perforants. Donc le tendon qui est perforé, c'est le tendon du fléchisseur superficiel des doigts, donc c'est le tendon perforé. Et le tendon qui est perforant, c'est le tendon du fléchisseur profond des doigts. Fléchisseur profond des doigts et fléchisseur superficiel des doigts. Le plan superficiel est constitué de quatre muscles: le muscle fléchisseur ulnaire du cap, le muscle long palmaire, le muscle fléchisseur radial du cap et le muscle brachioradial. Premier muscle, le muscle fléchisseur ulnaire du cap. Le muscle fléchisseur ulnaire du cap s'insère par un faisceau sur l'épicondyle médial de l'humérus et s'insère aussi par un faisceau sur les deux tiers supérieurs du versant médial du bord postérieur de l'ulna et aussi sur le bord médial de l'orécrase. Le corps musculaire descend le long du bord médial de l'avant-bras et se continue par un tendon qui se fixe sur le versant supérieur de l'os pisiforme. Le rétinaculum des fléchisseurs s'étend de dehors en dedans, du scapula du trapèze en dehors, à l'os pisiforme et à la mollusque de l'amatome en dedans. Le deuxième muscle est situé en dehors du muscle fléchisseur ulnaire du cap, c'est le muscle long palmaire. C'est un petit muscle grec qui s'insère sur l'épicondyle médial de l'humérus, en dehors du tendon du fléchisseur ulnaire du cap. Le corps musculaire longe le versant latéral du muscle fléchisseur ulnaire du cap et se continue au tiers moyen de l'avant-bras par un tendon long et grec. Ce tendon se termine sur le rétinaculum des fléchisseurs et s'épanouit aussi sur la polybrose palmaire. En dehors de ces muscles se trouve le muscle fléchisseur radial du cap. Il s'insère sur l'épicondyle médial de l'humérus. Il longe le versant latéral du muscle long palmaire et se continue par un tendon qui traverse la partie latérale du canal carpien. Et il se termine principalement sur la base du deuxième métacarpien et on voit une extension à la base du troisième métacarpien. Ce muscle constitue la berge médiane de la glutière du poradien. Le quatrième muscle est représenté par le muscle rond coronateur. Le muscle rond coronateur présente deux chefs, un chef huméral qui s'insère sur la face antérieure de l'épicondyle médial de l'humérus et un chef ulnaire qui s'insère sur le processus colonoïde de l'ulna. Les deux chefs se réunissent et forment un corps charnu, oblique en bas et en dehors. Il se termine sur la tuberosité pronatrice, située sur le bord latéral du tiers moyen de la face latérale de l'abus. Donc tous ces muscles permettent la flexion de l'avant-bras,
Le fléchisseur radial du câble permet l'abduction de l'avant-bras. Le fléchisseur ulnaire du câble permet l'adduction de l'avant-bras. Les muscles de la loge latérale sont représentés par 3 muscles. Un muscle profond, c'est le muscle supinateur. Ce muscle présente 2 faisceaux. Un faisceau profond qui s'insère au niveau de la fosse supinatrice. Ce faisceau contourne la face postérieure et la face latérale du radius pour s'insérer sur le versant antérieur du col du radius. Le faisceau superficiel s'insère en arrière sur la crête supinatrice et s'insère en haut sur l'épicondyle latéral de l'humérus et ce chef s'enroule sur l'extrémité supérieure du radius et se termine sur le versant supérieur du bord antérieur du radius jusqu'à la tubérosité prolactrice. Le deuxième muscle est le muscle court extenseur radial du câble. Le muscle court extenseur radial du câble s'insère sur l'épicondyle latéral de l'humérus. Le corps musculaire descend le long du versant latéral de l'avant-bras jusqu'au tiers inférieur de l'avant-bras où il se continue par un tendon, il glisse en arrière du poignet et se termine sur la face dorsale du troisième métacarpien. Le troisième muscle, c'est le long extenseur radial du câble. Le muscle long extenseur radial du câble s'insère sur le tiers inférieur de la crête supracondylaire de l'humérus. Il longe le versant latéral du muscle court extenseur radial du câble et se continue par un tendon qui glisse en arrière de l'humérus et en arrière du poignet et se termine sur la face dorsale du deuxième métacarpien. Le quatrième muscle est représenté par le muscle brachioradial. Le muscle brachioradial s'insère sur les 2 tiers supérieurs de la crête supracondylaire. Le corps musculaire descend sur le versant latéral de l'avant-bras. Il contourne la partie supérieure de l'avant-bras et se continue par un tendon qui se termine sur la base du processus styloïde. Donc au total, ici, il y a 4 muscles. Le muscle supinateur, le muscle court extenseur radial du câble, le muscle long extenseur radial du câble et le muscle brachioradial. Vaisseaux élèves de la région antérieure de l'avant-bras. Premièrement, les vaisseaux. Les vaisseaux dérivent de l'artère brachiale. L'artère brachiale se divise à 3 cm au-dessous du pli du coude en artère radiale et artère pulmonaire. L'artère radiale prolonge la direction de l'artère brachiale et elle descend verticalement sur la face antérieure du radius, contourne ensuite l'articulation radiocardienne, puis elle glisse derrière le câble et apparaît dans le premier espace intermétacarpien. Elle se dirige en dedans et va s'anastomoser en regard du troisième métacarpien avec une branche qui provient de l'artère ulnaire. L'artère ulnaire se dirige en bas et en dedans jusqu'au tiers moyen de l'avant-bras, puis elle descend verticalement, puis elle traverse le canal ulnaire, elle donne au-dessous de ce canal l'artère palmaire profonde, puis elle continue son trajet jusqu'au deuxième métacarpien où elle s'incurve et s'anastomose avec une artère qui provient de l'artère radiale et s'appelle l'artère palmaire superficielle. Autrement dit, l'artère radiale s'anastomose avec l'artère palmaire profonde qui provient de l'artère ulnaire en formant l'arcade palmaire profonde. L'artère ulnaire s'incurve ici au niveau du troisième métacarpien et s'anastomose au niveau du deuxième espace intermétacarpien avec l'artère palmaire superficielle pour former l'arcade palmaire superficielle. Les branches collatérales de l'artère radiale sont représentées ici par une artère récurrente, c'est l'artère récurrente radiale. Une branche qui se détache de la partie inférieure de l'artère radiale, c'est l'artère carpienne palmaire latérale. L'artère ulnaire donne l'artère récurrente ulnaire. L'artère récurrente ulnaire se divise en 2 rameaux, un rameau qui passe en avant de l'épicondyle médial et un rameau qui passe en arrière de l'épicondyle médial. Et ces rameaux s'anastomosent avec les artères collatérales ulnaires proximales et distales. Artère récurrente ulnaire. Artère récurrente radiale. L'artère ulnaire donne aussi
une artère un peu au-dessous qu'on appelle l'artère interosseuse commune. Cette artère interosseuse commune se divise en artère interosseuse palmaire qui descend verticalement dans la région antérieure de l'avant-bras et l'artère interosseuse dorsale qui traverse l'espace compris entre la membrane interosseuse et le radius segmental et chemine sur la face dorsale de l'avant-bras. L'artère interosseuse dorsale donne une branche récurrente qui se porte vers le haut et qui porte le nom d'artère interosseuse récurrente. Et cette artère interosseuse récurrente s'anastomose avec l'artère collatérale moyenne. L'artère récurrente radiale s'anastomose avec l'artère collatérale radiale. L'artère lunée donne à la partie basse une artère qui se dirige vers le dehors et porte le nom d'artère carpienne palmaire médiane qui s'anastomose avec l'artère carpienne palmaire latérale, formant une arcade ici anastomotique, donc qui unissent l'artère radiale et l'artère lunée. Donc l'artère lunée donne une autre branche qui se dirige vers la région dorsale, c'est l'artère carpienne dorsale médiane, qui contourne le bord médial de l'ulna et se dirige vers la région postérieure de l'avant-bras. Le muscle fléchisseur ulnaire est censé sur l'épicondyle médial de l'humérus est censé sur le versant médial du bord postérieur de l'ulna et se termine sur le versant supérieur de l'os musical. Au niveau des os de l'avant-bras se terminent deux muscles, un muscle qui se termine sur la tuberosité ulnaire, c'est le muscle brachial. Le muscle biceps brachial est onduleux, il se termine sur le versant postérieur de la tuberosité radiale. Le muscle rencontrateur présente deux chefs, un chef huméral volumineux qui s'insère sur l'épicondyle médial de l'humérus et qui sera décliné ici, sur ce schéma. Il présente aussi un autre chef qui s'insère sur le processus coronoïde de l'ulna et qui se dirige en bas et en dehors. Les deux chefs se réunissent ensuite et forment un corps charnu qui se termine sur la tuberosité pronatrice. Le muscle supinateur s'insère sur l'épicondyle latéral de l'humérus, il s'insère en arrière sur la fosse supinatrice et sur la crête supinatrice, et il contourne l'extrémité supérieure de l'anus, et se termine sur le versant supérieur du bord antérieur de l'anus. L'artère brachiale longe le versant médial du tendon du biceps et se divise un peu au-dessous du pli du coude en deux branches, l'artère radiale qui continue la direction de l'artère brachiale et l'artère ulnaire qui glisse sous le chef ulnaire du muscle renfromateur et cette artère s'incline en bas et en dedans, puis elle descend verticalement en passant en avant du rétinaculum des fléchisseurs. L'artère ulnaire donne ici l'artère interosseuse commune qui se divise en artère interosseuse dorsale qui passe dans la région dorsale et artère interosseuse palmaire qui descend verticalement entre le muscle fléchisseur profond des doigts et le muscle non fléchisseur du pouce. Le nerf médian longe le versant médial de l'artère brachiale, puis il croise l'artère ulnaire et descend sur la ligne médiane jusqu'à l'extrémité inférieure de l'avant-bras où il chemine dans la partie latérale du canal carpien. Ce nerf va donner un rameau récurrent pour le chef huméral du muscle renfromateur, puis il donne un rameau musculaire commun et ce rameau commun se divise au muscle long palmaire, au muscle fléchisseur radial du cap et au muscle fléchisseur superficiel des dents. Puis il donne ici un rameau qu'on appelle le nerf interosseux antérieur. Ce nerf interosseux antérieur longe l'artère interosseuse palmaire et se distribue au muscle long fléchisseur des pouces et aux deux faisceaux latéraux du muscle fléchisseur profond des doigts et glisse ensuite sous le muscle carré pronateur qu'il innerve.
Donc le nerf interossopalmaire innerve le muscle long fléchisseur de pouce, les deux faisceaux latéraux du muscle fléchisseur profond des doigts et le muscle carré pronatal. Et le rameau commun, ici, innerve les muscles fléchisseurs superficiels des doigts, long palmaire, et le muscle fléchisseur radial du carré. Ici, le muscle carré pronateur est innervé ici par un rameau récurrent et innervé aussi par un rameau qui se détache du nerf médian avant le rameau commun. Le nerf ulnaire passe en arrière de l'épicondyle médial de l'humérus, puis il apparaît ici sous l'arcade fibreuse qui unit le chef ulnaire et le chef huméral, et le nerf passe dans la région antérieure sur la face antérieure du muscle fléchisseur profond des doigts. Ce nerf longe ensuite le versant médial de l'artère ulnaire jusqu'à la main. Ce nerf donne un rameau musculaire qui se distribue aux muscles fléchisseurs ulnaire du carpe et aux deux faisceaux médiaux du muscle fléchisseur profond des doigts. Latéralement, l'artère radiale donne l'artère récurrente radiale et le long de cette artère chemine le nerf radial. Le nerf radial se divise au niveau du col du radius en deux rameaux, un rameau superficiel sensitif et un rameau profond qui s'insinue entre les deux chefs du muscle supinateur pour cheminer ensuite dans la région postérieure de l'avant-bras. Le long du bord latéral du tendon du biceps brachial descend le nerf cutané latéral de l'avant-bras qui est la continuité du nerf musculo-cutané. Le nerf médian donne à la partie inférieure un rameau qui passe en avant de l'épilaculum des fléchisseurs et va innerver la paume de la main. C'est un rameau sensitif et ce rameau s'appelle le rameau palmaire du nerf médian. Quand on réalise une incision du canal carpien ici, il faut repérer ce rameau, sinon il va être sectionné, il va se manifester par une anesthésie de la paume de la main. Le nerf ulnaire donne également un rameau qu'on appelle le rameau palmaire du nerf ulnaire qui innerve l'éminence hypothénale. Donc la différence entre le nerf ulnaire et le nerf médian, c'est que le nerf médian ici passe dans le canal carpien et peut être comprimé quand il s'agit d'un syndrome du canal carpien et se manifeste par une paralysie de la main, alors que le nerf ulnaire ne passe pas dans le canal carpien, il passe dans un dédoublement aponeurotique, le rétinaculum des fléchisseurs qu'on appelle le canal ulnaire, et n'est pas comprimé quand il s'agit d'un syndrome du canal carpien.